Gisèle arrive à la soirée annuelle de l'entreprise en retard, comme souvent ces derniers temps, et elle sent déjà ce poids familier qui pèse sur ses épaules dès qu'elle franchit la porte du grand salon lyonnais, décoré de guirlandes lumineuses et de nappes blanches impeccables. Marc ne l'a même pas attendu pour entrer. Il est déjà là-bas au fond près du bar, en train de rire aux éclats avec un homme qu'elle ne connaît pas, un Chinois en costume sombre qui gesticule en parlant avec une assurance tranquille. Leur complicité la dérange immédiatement, cette manière qu'ils ont de se pencher l'un vers l'autre comme deux complices partageant un secret, et elle traverse la salle en souriant machinalement aux collègues de Marc qui la saluent sans vraiment la voir, comme d'habitude, comme toujours depuis 10 ans qu'elle accompagne son mari à ses soirées où elle n'est qu'un accessoire élégant accroché à son bras. Marc la repère enfin et lui fait signe de les rejoindre. Et quand elle s'approche, il pose une main distraite sur son épaule en disant quelque chose en français qui sonne faux, trop enjoué, trop parfait. « Chérie, je te présente Chen Wei, notre nouveau partenaire commercial pour l'Asie, un homme absolument brillant. » Chen lui serre la main avec un sourire poli et dit quelques mots en français approximatif, puis Marc se tourne vers lui et bascule en mandarin, cette langue que Gisèle comprend parfaitement depuis ses 16 années passées à Shanghai avec ses parents expatriés, cette langue qu'elle a apprise en immersion totale et qu'elle parle encore couramment sans que Marc ne le sache, parce qu'elle n'en a jamais vraiment parlé, parce qu'il ne lui a jamais posé la question, parce qu'il l'a trouvée exotique, mais pas sérieuse. Marc rit et dit en mandarin à Chen quelque chose qui la frappe comme une gifle en plein visage. Elle est décorative, c'est suffisant, de toute façon elle ne comprend rien aux affaires et elle ne pose jamais de questions. Chen sourit et ajoute en mandarin avec une pointe de condescendance amusée. Les Françaises sont jolies, mais elles ne comprennent pas le monde des affaires. C'est mieux comme ça. Elles restent à leur place. Gisèle encaisse le choc, en gardant son visage parfaitement neutre, ce masque qu'elle a perfectionné au fil des années, et elle hoche la tête, comme si elle suivait vaguement une conversation qu'elle ne comprend pas. Mais à l'intérieur, quelque chose vient de se briser net, quelque chose qu'elle croyait encore solide malgré tout. Marc continue en mandarin et mentionne qu'il rentre à Hong Kong la semaine prochaine pour régler les détails du nouveau contrat, et Gisèle tique imperceptiblement parce qu'il ne lui a jamais parlé d'un voyage à Hong Kong, jamais, et elle se demande depuis combien de temps il lui cache ce genre de choses, depuis combien de temps elle n'est plus qu'un meuble dans sa propre vie. Elle sourit, serre des mains, accepte un verre de champagne qu'elle ne boira pas, et elle observe Marc qui continue de parler affaires en mandarin avec Chen en la regardant de temps en temps, comme on vérifie qu'un tableau est bien accroché au mur, présent mais insignifiant. Le directeur général monte sur la petite estrade au fond de la salle et demande le silence en tapant sur son verre avec une cuillère, et il commence un discours convenu sur les résultats exceptionnels de l'année et la formidable équipe qui rend tout cela possible. Et Gisèle sent son cœur battre de plus en plus fort, parce qu'elle sait ce qui vient ensuite. Elle le sent dans l'air. Le directeur sourit largement et dit « Et maintenant, j'aimerais inviter Madame Mercier, l'épouse de notre brillant directeur commercial Marc Mercier, à dire quelques mots à nos partenaires internationaux pour les remercier de leur confiance. » Il lui tend le micro en lui faisant signe de monter, et toute la salle applaudit poliment, et Marc lui lance un regard qui dit clairement qu'elle doit faire ça vite et bien, sans embarrasser personne. Gisèle prend le micro et monte sur l'estrade, et elle regarde la salle qui la fixe avec cette attention polie et distraite qu'on accorde aux épouses décoratives, et elle croise le regard de Chen qui sourit toujours, et elle voit Marc qui hoche la tête pour l'encourager comme on encourage un enfant à réciter une poésie devant la famille. Elle inspire profondément et commence à parler, mais pas en français. Gisèle commence à parler en mandarin, d'une voix posée et claire qui résonne dans le silence soudain de la salle, et elle voit les visages se figer un par un comme si elle venait de déclencher quelque chose d'irréversible. « Bonsoir à tous, et merci monsieur le directeur général pour cette invitation », dit-elle en mandarin impeccable, avec l'accent de Shanghai qu'elle a acquis pendant ses années d'adolescence là-bas, et elle sent la tension monter dans l'air, comme une vague qui enfle avant de s'écraser. Chen Wei recule d'un pas, les yeux écarquillés, et Marc devient livide en une fraction de seconde, son verre de champagne tremblant légèrement dans sa main. Elle continue sans laisser à personne le temps de l'interrompre, en gardant ce ton calme et glacial qui fait encore plus d'effet que des cris. « Monsieur Chen,
Merci pour vos compliments sur mon apparence tout à l'heure. Vous avez raison, je ne comprends pas grand-chose aux affaires, mais je parle couramment le mandarin depuis mes 16 années passées à Shanghai avec mes parents expatriés, et j'ai tout compris de votre conversation. La salle est maintenant dans un silence total. Même les serveurs se sont arrêtés de bouger, et Gisèle voit le directeur général qui fronce les sourcils en essayant de comprendre ce qui se passe, tandis que les quelques invités chinois présents échangent des regards gênés. Elle se tourne légèrement vers Marc, qui est maintenant figé comme une statue de sel, et elle bascule en français pour que tout le monde comprenne bien ce qui va suivre. Mon mari vient de dire en mandarin que je suis décorative et que c'est suffisant, que je ne comprends rien aux affaires et que je ne pose jamais de questions. Elle marque une pause et laisse ces mots résonner dans le silence pesant, et elle voit plusieurs femmes dans l'assemblée échanger des regards se scandaliser, tandis que certains hommes baissent les yeux avec gêne. Il a tort sur le deuxième point, continue-t-elle en français avec un petit sourire sans joie, parce que je commence justement à en avoir beaucoup, des questions. Marc tente de descendre de son tabouret de bar pour venir vers elle, mais elle lève la main, et il s'arrête net, et elle reprend en mandarin en regardant Chen droit dans les yeux. Par exemple, monsieur Chen, j'aimerais savoir pourquoi mon mari va à Hong Kong la semaine prochaine pour régler des détails de contrat sans m'en avoir jamais parlé, alors que nous sommes mariés depuis 10 ans et que nous sommes censés tout partager. Chen ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort, et Gisèle voit dans son regard qu'il comprend parfaitement qu'il vient d'assister à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, une fissure qui se transforme en gouffre. Elle redescend de l'estrade et pose le micro sur une table en passant, et elle traverse la salle en sentant tous les regards peser sur elle comme autant de projecteurs braqués sur une actrice qui vient de sortir du script prévu. Marc la suit en bousculant 2 personnes au passage, et il la rattrape dans le hall d'entrée juste avant qu'elle n'atteigne la porte, et il lui attrape le bras avec une force qui la surprend. « Gisèle, attends, bon sang. C'était une blague, juste une blague entre hommes, tu comprends pas ?» Elle se retourne et le regarde comme si elle le voyait pour la première fois, vraiment, et elle dégage son bras d'un geste sec. « Une blague ?» répète-t-elle d'une voix blanche qui tremble légèrement malgré tous ses efforts pour rester calme. « 10 ans de mariage, et tu me traites comme un meuble devant tes clients, tu ris de moi en mandarin en pensant que je suis trop bête pour comprendre, et tu appelles ça une blague ?» Marc bafouille quelque chose sur le contexte et les codes masculins, et la nécessité de créer de la complicité avec les partenaires commerciaux, mais elle n'écoute déjà plus parce que quelque chose s'est définitivement cassé à l'intérieur d'elle, quelque chose qui ne se réparera pas avec des excuses maladroites et des justifications pathétiques. « Et Hong Kong ?» demande-t-elle en le fixant droit dans les yeux. « C'est aussi une blague, ce voyage dont tu ne m'as jamais parlé ?» Marc devient encore plus pâle si c'est possible et il lâche. « C'est professionnel. Je devais te le dire cette semaine, Mais elle le coupe d'un geste de la main. « Rentre seule ce soir, » dit-elle d'une voix définitive qui ne laisse aucune place à la négociation. « Ou rentre à Hong Kong, je m'en fous complètement maintenant. » Elle sort dans la nuit froide de Lyon, et elle marche vers sa voiture sans se retourner, et elle entend Marc crier son nom derrière elle, mais elle ne s'arrête pas. Elle ne peut plus s'arrêter. Elle doit juste partir avant de s'effondrer complètement. Gisèle roule pendant 20 minutes dans les rues de Lyon avant de réaliser qu'elle ne peut pas rentrer à la maison, pas ce soir, pas dans cet appartement qui sent encore le mensonge et l'indifférence. Et elle finit par se garer devant l'immeuble de Mathilde dans le quartier de la Croix-Rousse, où sa sœur vit seule depuis son divorce il y a 3 ans. Mathilde ouvre la porte en peignoir avec une tasse de thé à la main, et son visage passe de la surprise à l'inquiétude, en 1 seconde, quand elle voit l'état de Gisèle, les yeux rouges et les mains qui tremblent encore. « Entre vite !» dit-elle en la tirant à l'intérieur, et Gisèle s'effondre sur le canapé sans même enlever son manteau. Elle parle jusqu'à l'aube, et Gisèle raconte tout depuis le début, les années à Shanghai qu'elle a vécues de 5 à 16 ans quand ses parents travaillaient là-bas pour une entreprise française, comment elle a appris le mandarin en immersion totale dans les écoles internationales et avec ses amis chinois, comment elle parlait couramment cette langue avant même de vraiment maîtriser l'anglais. Mathilde écoute sans l'interrompre en lui tenant la main, et quand Gisèle arrive à la partie sur la soirée et le toast en mandarin, Mathilde laisse échapper un rire incrédule mêlé de rage. « Tu leur as cloué le bec devant tout le monde, j'aurais payé pour voir ça !» dit-elle avec une satisfaction féroce.
Mais son sourire s'efface vite quand Gisèle continue son récit. « Le pire, c'est pas la blague, » murmure Gisèle en fixant sa tasse de thé refroidie. « Le pire, c'est que je réalise maintenant à quel point il m'a effacée pendant toutes ces années. » Mathilde fronce les sourcils et Gisèle explique, la voix de plus en plus cassée par la fatigue et l'émotion. Marc ne lui a jamais demandé de traduire lors des dîners d'affaires avec des clients chinois, jamais proposé qu'elle l'aide sur les contrats asiatiques, jamais présenté sa femme comme quelqu'un de compétent ou d'intéressant, juste comme un joli accessoire qui sourit et qui ne dérange pas. « Il t'a effacé », répète Mathilde avec une rage froide qui fait du bien à entendre. « Il a pris tout ce que tu es et il l'a rendu invisible parce que ça ne servait pas son petit ego. » Un souvenir remonte brutalement à la surface et Gisèle se met à pleurer pour de bon. Ce souvenir d'il y a 3 ans quand elle avait proposé à Marc de l'aider sur un gros contrat avec une entreprise de Shanghai parce qu'elle connaissait bien la ville et la culture. Marc avait ri, pas méchamment sur le moment mais avec cette condescendance paternaliste qui fait tellement plus mal, et il avait dit « Laisse ça aux professionnels, chérie, c'est pas parce que tu as vécu là-bas que tu comprends les affaires internationales. » Elle avait ravalé sa fierté, et elle n'avait plus jamais proposé son aide, et maintenant elle se rend compte qu'elle a passé 10 ans à se faire toute petite pour ne pas déranger l'homme qu'elle croyait aimer. Mathilde la serre dans ses bras et la laisse pleurer sans rien dire, et quand Gisèle se calme enfin, elle murmure d'une voix déterminée « Tu rentres pas à la maison ce soir, tu restes ici le temps qu'il faut. » Gisèle hoche la tête, et elle sent quelque chose se durcir en elle, quelque chose qui remplace la tristesse par une froide lucidité. Elle sort son téléphone et voit 17 messages de Marc. Des excuses, des justifications, des reproches même. Et elle ne répond à aucun. À la place, elle ouvre son ordinateur portable et elle se connecte à la boîte email commune qu'ils partagent depuis des années, celle que Marc n'a jamais protégée parce qu'il la croyait trop peu curieuse ou trop bête pour fouiller. Elle tape « Hong Kong » dans la barre de recherche et elle reste paralysée devant les résultats qui s'affichent. Des dizaines et des dizaines d'emails avec des confirmations de billets d'avion, des réservations d'hôtels, des reçus de restaurants et de boutiques. Mathilde se penche par-dessus son épaule et laisse échapper un sifflement incrédule quand Gisèle ouvre les pièces jointes une par une. Marc va à Hong Kong tous les 2 mois depuis 3 ans, toujours les mêmes dates, toujours le même hôtel dans le quartier de Centrale, et jamais il n'en a parlé à Gisèle, jamais un seul mot sur ses voyages réguliers qui n'apparaissent nulle part dans leur compte bancaire commun. « Il cache quelque chose », dit Mathilde d'une voix blanche, et Gisèle sent son estomac se retourner parce qu'elle sait que sa sœur a raison. Elle le sait dans ses tripes. Elle ferme l'ordinateur d'un coup sec et elle regarde Mathilde droit dans les yeux. « Je pars à Hong Kong avant lui », dit-elle avec une détermination qui la surprend elle-même. « Je veux savoir ce qu'il cache là-bas. Je veux comprendre pourquoi il me ment depuis 3 ans. » Gisèle atterrit à Hong Kong 3 jours plus tard avec un sac de voyage léger et une détermination qui l'empêche de dormir depuis qu'elle a pris sa décision. Et dès qu'elle sort de l'aéroport, elle est frappée par cette chaleur humide et ce bruit permanent qui lui rappelle à Shanghai. Cette Asie qu'elle connaît si bien et que Marc a toujours cru pouvoir lui expliquer comme si elle était une touriste ignorante. Elle prend un taxi jusqu'au quartier de Centrale et elle envoie un message à Lin Yue, son ancienne camarade de l'école internationale de Shanghai, qui est devenue avocate à Hong Kong et qui a accepté de l'aider sans poser trop de questions quand Gisèle l'a contactée 2 jours plus tôt. Lin l'attend dans un café discret près du port, avec son ordinateur portable déjà ouvert et une expression grave qui n'augure rien de bon. Et quand Gisèle s'assoit en face d'elle, Lin va droit au but sans perdre de temps en politesse inutile. « J'ai vérifié l'adresse de l'hôtel que tu m'as donné et j'ai fait quelques recherches discrètes, » dit-elle en mandarin, avec ce ton professionnel qu'elle utilise probablement au tribunal. « Ton mari ne descend plus à l'hôtel depuis 1 an. Il a loué un appartement dans un immeuble résidentiel à 10 minutes d'ici. » Gisèle sent son cœur s'accélérer et elle demande d'une voix qu'elle essaie de garder stable si Lin sait qui vit dans cet appartement. Lin la regarde avec une compassion sincère qui fait encore plus peur que n'importe quelle révélation brutale, et elle fait pivoter son écran pour montrer à Gisèle une série de photos prises discrètement depuis la rue. Sur la première image, on voit Marc qui sort de l'immeuble en tenant la main d'une femme chinoise élégante, la trentaine, cheveux longs
et sourire radieux, et sur la deuxième image, il y a un enfant, un petit garçon de 7 ou 8 ans, qui court devant eux en riant. Gisèle fixe l'écran sans pouvoir respirer, et elle entend l'un qui continue à parler. Mais les mots lui parviennent comme à travers une épaisse couche de coton. Ils vivent ensemble depuis au moins 3 ans, d'après les voisins que j'ai pu interroger. L'enfant va à l'école internationale française du quartier, et tout le monde les connaît comme une famille normale. Gisèle sent quelque chose se briser définitivement en elle. Pas son cœur parce que ça fait trop cliché et trop romanesque, mais plutôt sa capacité à croire qu'elle connaissait encore l'homme avec qui elle partageait sa vie. L'un lui tend un verre d'eau qu'elle boit machinalement, et elle murmure d'une voix blanche « Je veux les voir de mes propres yeux ». L'un hésite une seconde, puis hoche la tête, et elle range son ordinateur, et elles sortent du café pour marcher jusqu'à l'immeuble en question, un bâtiment moderne avec une façade de verre qui reflète le ciel gris de cette fin d'après-midi. Elles n'ont pas besoin d'attendre longtemps, parce que Marc sort justement de l'immeuble avec la femme et l'enfant, et Gisèle se cache derrière un kiosque à journaux en sentant ses jambes trembler tellement fort qu'elle doit s'appuyer contre l'un pour ne pas tomber. Marc rit en parlant en mandarin avec la femme, et l'enfant lui saute dans les bras en criant « Baba, baba !» avec cette joie pure que seuls les enfants savent manifester, et Marc le soulève et l'embrasse sur le front avec une tendresse que Gisèle ne lui a jamais vue, jamais en 10 ans de mariage. Ils marchent tous les 3 main dans la main jusqu'à un parc voisin, et Gisèle les suit à distance avec l'un, qui la retient par le bras, en murmurant qu'elles doivent rester discrètes. Et elle s'assoit sur un banc, assez loin pour ne pas être repérée, mais assez près pour voir Marc pousser l'enfant sur une balançoire, pendant que la femme les photographie avec son téléphone en souriant. Lynn prend des photos elle aussi avec son appareil professionnel, et elle murmure à Gisèle qu'elles ont besoin de preuves solides si elle veut attaquer légalement. Mais Gisèle n'écoute déjà plus, parce qu'elle vient de voir Marc embrasser la femme sur les lèvres devant l'enfant qui applaudit en riant. « Je veux rentrer », dit Gisèle d'une voix cassée qui ne ressemble plus du tout à la sienne. Et l'un la ramène au café où elles étaient de plus tôt, parce qu'elle a besoin de s'asseoir avant de s'effondrer complètement. Gisèle pleure sans bruit pendant que l'un commande du thé et attend patiemment qu'elle reprenne le contrôle d'elle-même. Et quand Gisèle relève enfin la tête, elle demande à l'un de tout vérifier, le nom de la femme, son travail, depuis combien de temps exactement ils sont ensemble, si l'appartement est au nom de Marc, tout. L'un sort un dossier de son sac et l'ouvre devant Gisèle avec des gestes précis et professionnels. La femme s'appelle May, elle travaille dans une banque internationale ici à Hong Kong. L'appartement est loué au nom de ton mari depuis 3 ans et demi, et d'après ce que j'ai pu découvrir, il transfère environ 60% de ses commissions commerciales sur un compte offshore pour financer cette vie parallèle. Gisèle encaisse chaque information comme un coup de poing, et elle sent la tristesse se transformer lentement en une rage froide et calculée. « Il me doit des explications », murmure-t-elle. Mais Lynn secoue la tête fermement. « Non. Si tu le confrontes maintenant, il va mentir et tout nier. On doit construire un dossier complet avant de frapper. » Donnez. Gisèle rentre à Lyon 4 jours plus tard avec un dossier complet, fourni par l'un, et une froideur dans le regard que Mathilde remarque immédiatement quand elle vient la chercher à l'aéroport. Et pendant tout le trajet en voiture, elle ne dit pas un mot. Elle fixe juste la route devant elle en serrant contre sa poitrine l'enveloppe Kraft qui contient les preuves de la double vie de Marc. Mathilde n'ose pas poser de questions, et elle se contente de conduire jusqu'à son appartement, où Gisèle s'installe à la table de la cuisine et commence à étaler méthodiquement tous les documents, les photos de Marc avec May et l'enfant, les relevés bancaires qui montrent les transferts réguliers vers Hong Kong, le contrat de location de l'appartement signé il y a 3 ans et demi. Marc a appelé 23 fois pendant son absence, et il a laissé des messages de plus en plus paniqués où il supplie Gisèle de rentrer à la maison et de lui parler. Mais elle n'a répondu à aucun, et elle a même décidé de faire semblant que tout va bien, pour ne pas éveiller ses soupçons avant d'être prête à frapper. Elle envoie un message sobre à Marc pour lui dire qu'elle était chez une amie à Marseille pour réfléchir et qu'elle rentre ce soir. Et elle voit les 3 petits points qui clignotent immédiatement, suivis d'une réponse soulagée et pathétique, où il dit qu'il l'aime et qu'ils doivent parler calmement de ce qui s'est passé à la soirée. Mathilde la regarde ranger les documents dans un classeur avec des gestes précis, et elle finit par demander d'une voix inquiète « Si Gisèle va bien ?»
Et Gisèle lève les yeux vers sa sœur avec un sourire qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a montré jusqu'ici. Un sourire froid et déterminé qui fait presque peur. « Je vais très bien », répond-elle d'une voix plate qui ne laisse transparaître aucune émotion. « Je suis juste en train de préparer sa fin. » Mathilde s'assoit en face d'elle et écoute pendant 2 heures le plan que Gisèle a élaboré avec Lin pendant les derniers jours à Hong Kong. Un plan en 3 étapes qui ne laisse aucune place à la pitié ou au pardon. Lin continue de creuser depuis Hong Kong et elle envoie des mises à jour régulières par email crypté. Et chaque nouvelle information enfonce Mark un peu plus profond dans le trou qu'il a lui-même creusé. L'appartement de Hong Kong coûte 3 000 € par mois. L'école internationale de l'enfant coûte 15 000 € par an. Et Mark a même contracté un crédit personnel de 50 000 € il y a 2 ans, soi-disant pour des investissements professionnels, mais qui a en réalité servi à acheter une voiture à May. Pendant ce temps, le compte commun en France que Gisèle et Mark partagent est presque vide, parce qu'ils transfèrent tout vers sa vie parallèle, et Gisèle découvre qu'elle a payé leurs vacances de l'année dernière et la moitié du loyer de leur appartement avec son propre salaire de traductrice freelance, parce que Mark prétendait avoir des difficultés temporaires de trésorerie. Elle lit tout ça à 3 heures du matin dans le salon de Mathilde, avec une tasse de café froid à côté d'elle, et un calme glacial qui remplace définitivement la tristesse des premiers jours, et quand Mathilde la rejoint en peignoir parce qu'elle a entendu du bruit, elle trouve Gisèle en train de noter méthodiquement tous les montants sur un tableau Excel. « Tu dors pas ?» demande Mathilde en s'asseyant à côté d'elle, et Gisèle secoue la tête sans lever les yeux de son écran. « Je calcule exactement combien il m'a volé, » répond-elle d'une voix neutre, « et combien il va devoir me rembourser quand mon avocate aura fini avec lui. » Le lendemain, Gisèle rentre à l'appartement qu'elle partage encore officiellement avec Mark, et elle trouve son mari qui l'attend dans le salon avec des fleurs pathétiques achetées à la supérette du coin et un air de chien battu qui aurait pu la toucher il y a encore 1 semaine, mais qui maintenant ne provoque chez elle qu'une froide indifférence. Mark se lève d'un bond et commence à s'excuser pour la soirée d'entreprise, en expliquant que c'était vraiment juste une blague stupide entre hommes et qu'il ne pensait pas un mot de ce qu'il a dit. Et Gisèle le laisse parler, en hochant la tête, avec un petit sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. Elle joue parfaitement son rôle de femme blessée mais prête à pardonner, et elle accepte même que Mark la prenne dans ses bras en murmurant qu'ils vont tout recommencer sur des bases plus saines, et pendant qu'il la serre contre lui en répétant qu'il l'aime, elle pense à May et à l'enfant qu'elle a vu à Hong Kong, et elle sent une rage froide monter en elle comme une vague de glace. Mark propose qu'ils dînent ensemble ce soir pour se réconcilier vraiment, et Gisèle accepte avec un sourire doux, et pendant tout le repas, elle fait semblant d'écouter ses promesses creuses, en pensant au dossier qui attend dans le sac de Mathilde et au moment où elle va tout faire exploser. Cette nuit-là, Mark s'endort rassuré en croyant que la crise est passée et que sa femme stupide a gobé tous ses mensonges comme d'habitude. Mais Gisèle reste éveillée à côté de lui en fixant le plafond dans le noir et en comptant mentalement les jours qui la séparent de sa vengeance. Gisèle reçoit un email de Chen Wei 2 jours plus tard avec pour objet « Urgent, nous devons parler ». Et elle hésite 1 seconde avant de l'ouvrir parce qu'elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance, mais le message est bref et direct. « Madame Mercier, je sais que vous me détestez probablement après ce que j'ai dit lors de la soirée, mais j'ai des informations importantes concernant votre mari, et je pense que nous avons un intérêt commun à nous rencontrer discrètement. » Gisèle montre l'email à Mathilde qui fronce les sourcils et dit que c'est peut-être un piège tendu par Mark, mais Gisèle sent dans ses tripes que Chen est sincère et elle répond qu'elle accepte de le voir dans un café du Vieux Lyon, loin des bureaux de l'entreprise. Chen arrive avec 15 minutes d'avance et il a l'air nerveux, les mains qui tremblent légèrement autour de sa tasse de thé, et quand Gisèle s'assoit en face de lui, il commence par s'excuser en mandarin d'une voix basse et gênée. « Je suis vraiment désolée pour mes remarques à la fête. Je ne savais pas que vous compreniez et je n'aurais jamais dû parler de vous de cette façon. » Gisèle reste froide et lui répond en français qu'elle n'est pas là pour recevoir des excuses, mais pour savoir ce qu'il a à lui dire. Et Chen hoche la tête en passant au français lui aussi, avec son accent qui rend certains mots difficiles à comprendre. « Votre mari me fait chanter depuis 1 an, lâche-t-il brutalement, en la regardant droit dans les yeux, et Gisèle sent son estomac se serrer parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Chen explique que Mark a découvert des irrégularités fiscales mineures dans leurs premiers contrats commerciaux.
Rien de grave, mais suffisant pour causer des problèmes avec les autorités françaises si c'était révélé. Et il menace Chen de tout dénoncer s'il ne lui verse pas des commissions supplémentaires non déclarées. « Je paie 10 000 € tous les 3 mois depuis 12 mois, dit Chen d'une voix blanche. Et il me dit que si j'arrête, il détruira ma réputation et celle de mon entreprise en Chine. » Gisèle encaisse cette nouvelle révélation et elle comprend que Marc est encore plus pourri qu'elle ne l'imaginait, pas seulement un mari menteur et infidèle, mais aussi un maître chanteur qui exploite ses partenaires commerciaux. Chen continue en expliquant qu'il a cru pendant longtemps que Gisèle était complice de Marc parce qu'elle assistait à toutes les soirées professionnelles et semblait tout accepter sans broncher, mais son intervention en mandarin lui a fait réaliser qu'elle était aussi une victime. « Je veux témoigner contre lui si vous portez plainte », dit Chen en sortant une enveloppe de sa mallette. « J'ai gardé toutes les preuves des paiements et des menaces par email. » Gisèle prend l'enveloppe et elle sent pour la première fois depuis des jours quelque chose qui ressemble à de l'espoir mêlé à une satisfaction froide. Et elle propose à Chen un pacte simple. « Vous témoignez devant mon avocate et devant un tribunal si nécessaire. Et en échange, je fais en sorte que Marc ne puisse plus jamais vous menacer. » Chen accepte immédiatement, et ils passent 1 heure à discuter des détails. Et quand Gisèle sort du café, elle se sent plus forte qu'elle ne l'a été depuis des semaines, parce qu'elle a maintenant un allié inattendu, et des preuves supplémentaires qui vont enterrer Marc définitivement. Elle marche jusqu'à sa voiture garée 3 rues plus loin, et elle ne remarque pas tout de suite l'homme en costume sombre qui la suit à distance, et ce n'est qu'en ouvrant son sac pour prendre ses clés qu'elle voit un petit boîtier noir qu'elle ne reconnaît pas coincé dans la poche intérieure. Son sang se glace quand elle réalise que c'est un traceur GPS, et elle comprend immédiatement que Marc sait qu'elle a rencontré Chen, qu'il sait probablement où elle va depuis des jours, qu'il la surveille comme on surveille un suspect. Elle referme son sac doucement pour ne pas montrer qu'elle a découvert le traceur, et elle monte dans sa voiture en essayant de garder un visage neutre, mais ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à mettre la clé dans le contact. Elle roule jusqu'à chez Mathilde en vérifiant constamment dans son rétroviseur si elle est suivie, et quand elle arrive, elle monte l'escalier 4 à 4 et elle s'effondre sur le canapé en montrant le traceur à sa sœur, qui devient blême. « Il sait tout », murmure Gisèle d'une voix blanche. « Il sait que je suis allée à Hong Kong. Il sait que j'ai rencontré Chen. Il sait que je prépare quelque chose. » Gisèle fixe le traceur GPS posé sur la table basse pendant une bonne minute sans dire un mot, et Mathilde s'apprête à appeler la police quand Gisèle l'arrête d'un geste de la main en secouant la tête lentement. « Non », dit-elle d'une voix étrangement calme qui surprend sa sœur. « On va le laisser croire qu'il contrôle encore la situation. » Elle remet le traceur dans son sac avec des gestes précis, et elle explique à Mathilde qu'elle va continuer à l'emporter partout pour que Marc ne sache pas qu'elle l'a découvert. Et pendant ce temps, elle va préparer sa contre-attaque sans qu'il voie rien venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir. Les 3 jours suivants, Gisèle joue un rôle de composition digne d'une actrice professionnelle. Elle rentre dormir à l'appartement avec Marc en faisant semblant que tout va bien. Elle sourit quand il faut sourire, et elle hoche la tête quand il raconte ses journées, en omettant soigneusement de mentionner ses appels constants avec Hong Kong. Pendant ce temps, Lynn finalise le dossier depuis Hong Kong avec l'aide d'une avocate française qu'elle connaît à Lyon, et Chen remet officiellement son témoignage écrit avec toutes les preuves du chantage, incluant les emails de menaces et les relevés bancaires des paiements illégaux. Le jeudi matin, Gisèle se réveille avant Marc, et elle va dans la cuisine pour préparer du café, en sachant que c'est le dernier matin qu'elle passe dans cet appartement qui n'a plus rien d'un foyer depuis longtemps. Elle a déjà déposé plainte la veille pour détournement de fonds du compte commun, chantage commercial et harcèlement avec surveillance illégale, et l'avocate lui a confirmé que le dossier est assez solide pour obtenir un divorce avec torts exclusifs et des dommages-intérêts conséquents. Mais Gisèle ne veut pas juste gagner légalement, elle veut que Marc paie aussi socialement et professionnellement pour tout ce qu'il lui a fait. Elle ouvre son ordinateur portable et elle rédige un email sobre et factuel qu'elle envoie en copie à tous les partenaires commerciaux de Marc dont elle a récupéré les adresses dans la boîte mail commune, au directeur général de son entreprise et à 3 de ses collègues les plus proches. Le message est court et dévastateur. « Mesdames et messieurs, je suis Gisèle Mercier, l'épouse de Marc Mercier. Pendant 10 ans, il m'a menti sur tous les aspects de sa vie, et il vous a probablement menti à vous aussi. 6 juin, vous trouverez les preuves de sa double vie à Hong Kong, du détournement de fonds de notre compte commun pour financer cette vie parallèle,
et du chantage qu'il exerce sur certains de ses partenaires. Je dépose plainte aujourd'hui contre lui. Cordialement. Elle attache tous les documents que l'un lui a fournis et elle clique sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis et elle sent son cœur battre si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser dans sa poitrine. Pendant ce temps, l'un contacte May à Hong Kong, par l'intermédiaire d'une amie avocate qui parle mandarin. Et la réponse arrive 1 heure plus tard, sous forme d'un message vocal, où May sanglote en disant qu'elle ne savait pas que Mark était encore marié en France, qu'il lui avait dit être divorcé depuis 5 ans, qu'elle se sent trahie et utilisée, et qu'elle est prête à témoigner contre lui. Mark se réveille vers 9 heures, et il prend son téléphone comme tous les matins pour vérifier ses emails. Et Gisèle est dans la cuisine quand elle entend un cri de rage suivi d'un fracas de téléphone jeté contre le mur. Mark débarque dans la cuisine, le visage déformé par la fureur et il hurle « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Qu'est-ce que tu as fait ?» Gisèle se retourne calmement vers lui et elle le regarde avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. « J'ai dit la vérité, » répond-elle d'une voix neutre. « Celle que tu m'as cachée pendant 3 ans. » Mark devient encore plus rouge et il s'approche d'elle en levant la main, mais il s'arrête net quand Mathilde entre dans l'appartement avec son téléphone déjà prêt à filmer et enregistrer. « Touche-la, et j'appelle la police immédiatement, » dit Mathilde d'une voix dure, et Mark recule, en essayant de reprendre le contrôle de lui-même. Il tente alors le chantage affectif en s'effondrant sur une chaise et en se prenant la tête dans les mains. « Gisèle, je t'en supplie, tu me détruis pour une blague, pour une erreur, on peut tout arranger. » Gisèle le regarde sans la moindre trace de pitié, et elle dit simplement « Ce n'est pas une blague, Mark, c'est 10 ans de mépris, 3 ans de double vie avec une femme et un enfant, du vol, du chantage. Tu n'as rien à arranger, tu as juste à payer. » L'audience au tribunal de commerce de Lyon se tient 3 semaines plus tard dans une salle austère aux murs gris où Gisèle entre accompagnée de son avocate Maître Rousseau, une femme d'une 50aine d'années au regard acéré qui a monté un dossier que même l'avocat de Mark qualifie en privé d'imparable. Mark arrive avec Maître Fontaine, un homme arrogant en costume 3 pièces qui tente immédiatement de discréditer Gisèle en la présentant comme une femme jalouse et frustrée qui invente des histoires pour se venger d'une simple dispute conjugale. Mais le juge le coupe sèchement et lui demande de présenter des faits plutôt que des théories psychologiques approximatives. Maître Rousseau commence par projeter sur l'écran de la salle les relevés bancaires qui montrent les transferts réguliers de Mark vers Hong Kong, 60% de ses commissions détournées pendant 3 ans pour financer une vie parallèle, et elle lit à voix haute les montants avec une précision chirurgicale qui fait grimacer l'avocat adverse. Puis elle présente les photos de Mark avec May et l'enfant à Hong Kong, des images prises par Lynn qui montrent clairement une famille installée dans la durée et pas une simple aventure passagère. Et elle explique comment Mark a loué un appartement luxueux au nom de sa société pour échapper aux contrôles fiscaux français. Chen Wei est appelé à la barre et il témoigne d'une voix tremblante mais ferme sur le chantage que Mark exerçait sur lui depuis 1 an, et il présente les emails où Mark menace explicitement de révéler des irrégularités fiscales si Chen refuse de payer des commissions supplémentaires non déclarées. L'avocat de Mark tente de suggérer que Chen ment pour se venger d'un conflit commercial, mais Chen sort alors les relevés bancaires des 10 virements de 10 000 € effectués sur le compte personnel de Mark. Et le juge note méthodiquement chaque élément avec une expression de plus en plus sévère. Le moment le plus intense arrive quand Maître Rousseau annonce qu'elle a un témoin en visioconférence depuis Hong Kong, et l'écran s'allume sur le visage de May, qui a les yeux rouges et les traits tirés. Elle témoigne en mandarin, avec une traductrice assermentée qui traduit chaque phrase en français, et elle explique que Mark lui a dit être divorcé depuis 5 ans quand ils se sont rencontrés, qu'il lui a promis de l'épouser officiellement dès que ses affaires en France seraient réglées, qu'elle n'a découvert qu'il avait encore une femme que le mois dernier quand l'avocate de Gisèle l'a contacté. La salle reste silencieuse pendant tout son témoignage, et Mark baisse les yeux sans oser regarder l'écran. Et quand May termine en disant qu'elle se sent utilisée et trahie, et qu'elle veut juste protéger son fils de tout ce chaos, plusieurs personnes dans le public échangent des regards scandalisés. L'avocat de Mark tente une dernière manœuvre désespérée en demandant une suspension de séance pour négocier un arrangement à l'amiable, mais Gisèle refuse catégoriquement et elle demande à parler directement au juge. « Monsieur le Président, je ne veux pas d'arrangement. Je veux que la justice soit rendue pour 10 ans de mensonges
et 3 ans de détournement de fonds. Le juge hoche la tête et il rend son jugement après seulement 15 minutes de délibération. Un jugement qui condamne Marc à restituer l'intégralité des sommes détournées du compte commun, soit 140 000 €, à payer des dommages-intérêts de 30 000 € à Gisèle pour préjudice moral et prononce le divorce avec torts exclusifs à charge de Marc. Marc sort du tribunal complètement effondré et il tente une dernière approche pathétique en attendant Gisèle sur les marches du palais de justice. « Gisèle, je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime encore. On pourrait peut-être dans quelques années. » Elle le regarde avec une pitié glacée qui fait plus mal que n'importe quelle insulte. « Tu n'as jamais su ce que c'était que d'aimer Marc. Tu as juste su mentir et prendre. » Elle descend les marches sans se retourner et Mathilde la serre dans ses bras en murmurant « C'est fini maintenant. » 6 mois passent comme un long souffle libérateur et Gisèle se réveille chaque matin dans son nouvel appartement toulousain sans cette sensation d'étouffement qui l'accompagnait depuis des années, et elle réalise qu'elle a enfin réappris à respirer pleinement. Elle a quitté Lyon sans regret pour s'installer à Toulouse, où elle a monté son agence de conseil en commerce sino-français, avec l'un comme associé à distance. Et les clients affluent plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, parce que son histoire s'est répandue dans les milieux d'affaires comme une légende urbaine sur la femme qui parlait mandarin et qui a détruit son mari en une seule soirée. L'interview qu'elle a donnée à un journaliste des Échos 3 mois après le procès a été reprise sur LinkedIn et dans plusieurs médias spécialisés, et elle y parlait non pas de vengeance, mais de dignité retrouvée et de l'importance de ne jamais laisser personne vous réduire à un simple décor. Les invitations professionnelles se sont multipliées et elle a donné sa première conférence à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse sur le thème « Détecter la fraude dans les partenariats internationaux ». Et elle a été surprise de voir la salle remplie de chefs d'entreprise qui prenaient des notes comme des étudiants appliqués. Ce matin-là, elle reçoit un appel du directeur commercial d'un grand laboratoire pharmaceutique lyonnais qui cherche quelqu'un pour les accompagner dans leur développement en Chine, et quand il mentionne le nom du contrat, elle sent son cœur s'accélérer parce qu'elle reconnaît immédiatement celui que Marc avait raté 6 mois plus tôt à cause du scandale qui avait détruit sa réputation. « Nous voulions quelqu'un d'intègre et de compétent », explique le directeur d'une voix chaleureuse. « Et votre nom est ressorti dans toutes nos recherches. Vous avez une réputation exceptionnelle dans le milieu. » Gisèle accepte le contrat avec une émotion qu'elle a du mal à contenir, et elle raccroche en réalisant qu'elle vient de signer le plus gros projet de sa jeune carrière, celui-là même que Marc avait convoité pendant des mois avant de tout perdre. Elle appelle Mathilde immédiatement et sa sœur débarque le soir même avec une bouteille de champagne et un sourire radieux, et elle s'installe sur la terrasse de l'appartement avec vue sur la Garonne qui coule paresseusement sous le soleil couchant. « Papa aurait été tellement fier de toi », dit Mathilde en levant son verre avec des larmes dans les yeux. Et Gisèle sent quelque chose se briser en elle, mais cette fois c'est une bonne brisure, celle qui libère enfin les émotions trop longtemps retenues. Elle pleure pour la première fois depuis le procès, mais ce ne sont plus des larmes de tristesse ou de rage. Ce sont des larmes de soulagement pur et de fierté retrouvée. Et Mathilde la serre contre elle en la laissant évacuer toutes ces années de pression accumulées. Ling lui envoie un message depuis Hong Kong pour la féliciter, et elle ajoute que Chen leur a recommandé 2 nouveaux clients chinois qui cherchent des partenaires fiables en France. Et Gisèle sourit en réalisant que son réseau professionnel s'est construit sur la confiance et l'honnêteté, plutôt que sur le mensonge et la manipulation. Elle a aussi des nouvelles de Marc par un ancien collègue qui l'a contacté sur LinkedIn. Il a été licencié de son entreprise 3 semaines après le procès, et il vit maintenant dans un petit studio à Villeurbanne en cumulant les petits contrats de consulting pour rembourser ses dettes. May a rompu définitivement avec lui et elle lui réclame une pension alimentaire pour l'enfant que Marc peine à payer. Et l'ancien collègue mentionne que Marc a vieilli de 10 ans en 6 mois. Gisèle ne ressent ni joie ni pitié en apprenant tout ça. Juste une froide satisfaction de voir que les conséquences de ses actes l'ont finalement rattrapée, et elle range cette information dans un coin de sa tête avant de retourner à ses projets d'avenir. Le lendemain matin, elle trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale anonyme avec une photo du Bund de Shanghai au coucher du soleil. Et au dos, quelqu'un a écrit en caractères chinois élégants « La fille qui parlait mandarin est devenue la femme qui construit des ponts entre les cultures. Merci de nous montrer la voie. » Elle ne reconnaît pas l'écriture et la signature est illisible.
Mais elle sourit en rangeant précieusement la carte dans le tiroir de son bureau, à côté des premiers contrats de son agence. Elle ouvre son agenda et elle voit les 3 rendez-vous prévus cette semaine avec des clients potentiels. Et elle réalise qu'elle n'a jamais été aussi occupée et aussi vivante de toute sa vie. La femme décorative qui se taisait dans les soirées d'entreprise n'existe plus. Elle a laissé place à une professionnelle respectée qui construit son propre empire sur des bases solides. Gisèle se verse une tasse de café, elle regarde le soleil se lever sur Toulouse. Et elle sourit en comprenant que la vraie victoire n'était pas d'avoir détruit Marc, mais d'avoir enfin reconstruit celle qu'elle aurait toujours dû être.